Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belboka 21 TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, nous allons parler de la politique intérieure du Cameroun. Les enjeux de la présidentielle de 2025 au Cameroun et la crédibilité de l'offre politique de l'opposition camerounaise. 2025 approche à grands pas. L'objectif de cette émission est de discuter des enjeux de la présidentielle de 2025 au Cameroun et d'évaluer la crédibilité de l'offre politique de l'opposition camerounaise. Professeur Thierry Amougou, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de cette occasion de causer de cette période très importante pour le peuple camerounais et pour l'Afrique centrale. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Comment décrivez-vous le contexte politique actuel au Cameroun à l'approche des élections présidentielles de 2025? Quels événements ou développements récents ont le plus influencé le climat politique? Eh bien, question extrêmement importante, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un petit propos liminaire, une sorte de prélégomène pour essayer donc de fixer quelque chose. Parce qu'il est important, nous allons parler de politique, nous allons parler du Cameroun, nous allons parler donc de l'avenir du pays. Et il est important de nous interroger un peu sur le statut de la critique au Cameroun et en Afrique. C'est très important parce que le travail que nous allons faire un travail d'évaluation, un travail critique. Et lorsqu'on regarde un peu notre pays, on se rend compte que des gens qui ont osé critiquer, je prends un peu le cas de Jean-Marc Ella, je prends le cas de Fabien Boussiboulaga, je prends le cas d'Achille Mbembe, je prends le cas de Mathias Eriko Onangini aujourd'hui, pour prendre quelques noms parmi les intellectuels, on se rend compte qu'ils n'ont pas toujours eu gain de cause par rapport à cette critique. Donc il est très important de s'interroger sur le statut de la critique dans nos sociétés. La critique est extrêmement importante. Si vous prenez le domaine de la science a pour moteur la critique. Ça veut dire que la science évolue par opposition, par filiation, et ce sont ces oppositions critiques qui permettent à la science d'évoluer. Si vous prenez la dimension idéologique et géopolitique, vous verrez que les choses évoluent aussi par critique. La critique est aussi le modèle. Et si vous prenez même l'évolution des sociétés, l'innovation se fait généralement de la critique, et la critique est la remise en cause de ce qui a été fait jusqu'ici. Donc, lorsqu'on fait une critique, il ne faut pas que les gens croient que c'est une critique qui est contre certains et pour d'autres. Non, on fait une critique qui est pour tout le monde. C'est-à-dire, je fais la critique pour le régime, pour l'opposition et pour toute la société camerounaise. C'est extrêmement important de savoir que lorsque je critique le pouvoir pour le prendre pour une critique qui lui est adressée, mais c'est une critique surtout pour le peuple camerounais et pour la société camerounaise. Lorsque je critique l'opposition, ce n'est pas une critique qui s'adresse uniquement à l'opposition, c'est pour toute la société camerounaise. Sans critique, il est impossible de s'améliorer et il est impossible de pouvoir innover pour aller vers de meilleures sociétés. Donc, c'est pourquoi j'ai pris quelques exemples. Lorsque vous prenez Jean-Marc Ella, c'est un intellectuel qui finit sa vie en exil au Canada. Pourquoi? Parce qu'il a osé critiquer. Lorsque vous prenez le père Angilbert Mveng qui a été tué chez nous de façon mystérieuse jusqu'aujourd'hui, assassinat non élucidé, c'est quelqu'un qui a été critique dans la société. Lorsque vous prenez Achille Mbembe, pourquoi il fait toute sa carrière à l'extérieur? C'est parce qu'il est critique et parce qu'il a travaillé sur un aspect extrêmement sensible au Cameroun, à savoir donc la lutte de libération du Cameroun avec l'UPC et Oumiobe comme tête de proue. Lorsque vous prenez quelqu'un comme Fabien Boussiboulaga, qui est pour moi un des philosophes authentiques qu'on avait au Cameroun, il a aussi vécu un peu à la marge parce qu'il était critique. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il faut interroger la société camerounaise sur le statut de la critique. Fabien Boussiboulaga, qui pour moi était une sommité, c'est quelqu'un qui est parti, qui nous a laissés, et je n'ai pas vu le régime camerounais organiser quelque chose de conséquent autour de sa mort. Or, je vois des influenceurs mourir au Cameroun, paix à leurs âmes, je ne suis pas en train de comparer les morts, mais je vois les ministres aller à leur deuil. Mais j'ai vu Fabien Boussiboulaga partir, je n'ai vu personne du gouvernement aller lui rendre un dernier hommage. Donc,
c'est important à savoir qu'il y a un problème énorme par rapport au statut de la critique dans nos sociétés. Est-ce qu'il faut mieux vaut être influenceur qu'intellectuel, critique sur le plan politique au Cameroun pour avoir donc, je ne sais pas, le respect de la société. Donc je voulais mettre ça d'abord comme propos liminaire et dire que la critique est un instrument fondamental pour toute société qui veut s'améliorer, pour toute société qui veut rectifier ses erreurs et pour toute société qui ne veut pas sombrer dans une société fausse, c'est-à-dire dans la disparition, c'est-à-dire sans base juste. Lorsque vous n'avez pas de base juste, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de fondation solide, vous disparaissez. Donc ça c'était important à signifier. On ne va donc pas jouer les Cassandres, on va faire un travail critique qui pour moi est normal. Donc peut-être que je vous prierai de me poser encore votre question et là on entre directement dans le vif du sujet. Comment décrivez-vous le contexte politique actuel au Cameroun à l'approche des élections présidentielles de 2025? Quels événements ou développements récents ont le plus influencé le climat politique? Voilà. Pour parler du contexte politique actuel au Cameroun, il y a plusieurs choses que je peux mettre en évidence. Je vais peut-être en citer quatre peut-être celles qui me semblent les plus saillantes. La première chose à mettre en évidence lorsque j'observe le Cameroun comme société, c'est quoi? C'est que premièrement, nous sommes en présence d'une société diffractée, une société très opposée, une société très inégalitaire. Et cette société très inégalitaire, c'est que vous avez un petit groupe, Plonzas, qui dirige le pays depuis 42 ans, et vous avez la majorité des Camerounais, quand même, qui vivent dans une misère exécrable. Donc, vous avez un pays extrêmement opposé. Et cette opposition est antidémocratique. Parce que lorsqu'on suit l'élite au pouvoir et dit le Cameroun est une démocratie, non. La démocratie, nous dit Pierre Rosanvallon, c'est la société des égaux. Donc, lorsque dans une société, il y a un petit groupe qui roule sur l'or et la majorité croupie dans la misère, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. Ça veut dire que le principe démocratique qui est de tendre vers une société des égaux n'est pas vérifié. Donc, le premier aspect du Cameroun, c'est ça. Une société extrêmement diffractée, extrêmement inégalitaire, et une société donc opposée les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsque j'observe le Cameroun, c'est donc une société où la pauvreté augmente. Lorsqu'on regarde les statistiques de la Banque mondiale, on se rend compte que le nombre de pauvres a encore augmenté. C'est-à-dire les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté au Cameroun, ben, ils ont augmenté. Ça veut dire que notre société s'appauvrit. Or, je suis économiste. En économie, une société pauvre n'est pas une société heureuse. Vous savez, lorsqu'on était au lycée, on nous disait « l'argent ne fait pas le bonheur hein, », mais il y contribue, comme la philosophie. Moi, je suis économiste. En économie, l'argent fait le bonheur. Tous les travaux qui sont faits, les enquêtes qui sont faites en économie montrent quoi? Montrent que lorsqu'on demande aux gens « qu'est-ce qui vous rendrait heureux ?» En tête, qu'est-ce qui arrive? C'est la situation financière. En deux, qu'est-ce qui arrive? C'est la santé. En trois, qu'est-ce qui arrive? C'est la situation familiale. Toutes les enquêtes depuis 1945 en économie montrent que les gens mettent en première position comme critère fondamental de leur bonheur la situation financière. Donc, les gens qui sont pauvres ne peuvent pas être heureux. Donc, ça fait que si la majeure partie des Camerounais se trouvent dans la pauvreté, nous sommes dans une société malheureuse. Et cette société malheureuse est aussi une société où, bien sûr, les gens vont donc être suspicieux et vont être dans une situation de conflit par rapport au petit groupe qui, lui, a donc tous les moyens de l'État depuis une quarantaine d'années. Donc, cela montre, et l'économie comportementale nous le montre très bien. Ça veut dire que lorsque les gens se rendent compte que, à diplôme égal, ceux qui sont de bonne famille réussissent mieux qu'eux, lorsque les gens se rendent compte que ceux qui n'ont même pas de diplôme, mais parce que proches des groupes au pouvoir réussissent mieux qu'eux, ils ne peuvent pas être en situation de bonheur. Ils sont même en situation de conflit par rapport à eux. Et l'économie comportementale nous le montre que les gens qui sont dans une situation où leur groupe de référence vivent mieux qu'eux sont des gens qui développent de la rancœur, qui développent tout simplement donc, ce qu'on appelle donc le mot m'échappe, c'est-à-dire ce comportement psychologique qui consiste à dire nous ne sommes pas du même pays, nous n'avons pas le même droit au bonheur
que les gens qui ont les mêmes qualités, qui normalement ont la même citoyenneté que nous. Donc, voilà le deuxième aspect que je voulais évoquer concernant le Cameroun. Ça veut dire que nous sommes dans une société malheureuse parce que les gens sont pauvres. Et en économie, c'est la situation financière qui constitue le bonheur. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, lorsque j'observe le Cameroun, c'est une société, conséquence de la première chose que j'ai mis en évidence, et conséquence du caractère malheureux de la société, c'est une société où la confiance s'effrite. Lorsque vous n'avez plus de choses ensemble, il y a des petits groupes de riches et la majeure partie des pauvres, ça veut dire que la confiance entre vous n'existe plus. Lorsque vous ne partagez plus rien ensemble, parce qu'il y a un petit groupe qui vit dans le monde des riches et le grand groupe qui vit avec les pauvres, vous n'avez plus rien à partager ensemble. C'est comme si vous faites des études avec quelqu'un, vous avez le même diplôme, et puis lui réussit, il est très très riche, bien placé, un bon poste. C'est rarissime que vous restiez amis. Vous n'êtes plus dans le même monde, vous ne partagez pas les mêmes histoires, vous n'avez pas les mêmes expériences. Ce qui fait que, et c'est ça, c'est le sociologue américain Robert Putnam qui le démontre, quand une société devient très inégalitaire, très diversifiée, très différente, très différenciée, la confiance entre les individus qui constituent cette société devient très faible. Ils ne se font plus confiance. Donc c'est une société aujourd'hui, si on entre en guerre contre un pays voisin, il sera difficile de mobiliser tous les Camerounais parce que certains vont se dire, mais on se bat pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans une situation exécrable. Donc, troisième caractéristique de la société camerounaise, cette confiance qui s'effrite, confiance interpersonnelle, intercitoyenne, qui s'effrite parce que les gens ne vivent pas les mêmes conditions. Les conditions sont extrêmement disparates. Voilà, ça c'est le troisième aspect. Et puis le quatrième aspect que je voulais donc mettre en évidence, c'est que le Cameroun, c'est une société fanatique. Nous sommes dans une société où les idéologies sont extrêmement faibles, et c'est bien parce qu'on parle de politique, mais une société fanatique. Regardez un peu ce qui s'est passé après l'élection de 2018. Il s'est constitué dans la diaspora les sardinards et les tontinards. Hein? Les tontinards étant les gens qui supportent Camto, et qu'on appelle tontinards pour dire ils ne poursuivent que l'argent, ils ne sont que pour le village, ils ne vont faire qu'un pouvoir pour s'enrichir pour le village. Et les sardinards étant les gens qui sont derrière Paul Biya, les institutions, en disant ils ne font la politique que pour leur ventre, hein? Ils ne réfléchissent pas. D'ailleurs, la sardine n'a pas de tête, donc elle n'a pas de cerveau, donc elle ne réfléchit pas, elle ne pense qu'à son ventre. Donc, deux blocs comme ça, homogènes, où il n'y a pas de critique à l'intérieur, et où les deux ne communiquent pas. Donc, deux situations fanatiques. Ça, on a eu ça après l'élection de 2018. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui à la FECAFOOT, entre la FECAFOOT et le ministère. Nous retrouvons le caractère fanatique de la société camerounaise. Nous avons les églisiens qui sont sous la coupe d'Eto. Donc, Eto, c'est le grand prêtre qui fait la messe et tout le monde obéit, on ne réfléchit pas. Et de l'autre côté, vous avez les hiboux qui sont sous la férule du ministère, ou aussi là-bas, c'est lui, le grand prêtre. Ça, c'est une caractéristique de la société camerounaise qui est très importante. Pourquoi est-ce que je la relève? Parce que nous ne sommes pas une société critique. Ça rejoint ce que je disais au départ. Nous sommes des sociétés fanatisées. On se met derrière les gens et on suit ces gens. Ce qui veut dire que nous sommes une société qui a besoin de Messie, qui rêve d'un Messie, qui rêve d'un homme providentiel, qui va nous guider. Ce qui est très dangereux pour nous, parce que ça veut dire que nous sommes une société, en étant fanatique, une société qui est prête pour les dictatures. Une société qui n'est pas critique, qui ne se remet pas en cause, qui n'a pas ce qu'on appelle donc une réflexion, une réflexivité sur son propre comportement, est une société qui est prête pour une dictature. Ça veut dire qu'en dehors du régime Biya, nous avons encore en nous, en tant que Camerounais, des attitudes critiques et l'idéologie n'existe pas. Or, lorsque vous lisez quelqu'un comme Antonio Gramsci, qui est un grand intellectuel, il nous dit que le combat politique se gagne d'abord sur l'idéologie. Quelles sont les idéologies sur la place publique camerounaise? Dans l'espace public camerounais, on n'en voit pas. On ne voit que des blocs fanatiques. Mais où sont les idéologies, les différentes idéologies qui se confrontent entre les acteurs politiques? Il n'y en a pas du tout. C'est églisien, hibou, c'est tontinard, sardinard. Ça veut dire quoi? Idéologiquement, rien du tout. Ce sont des positionnements fanatiques. Donc, voilà, lorsque je regarde la société camerounaise, les 4 choses qui me sautent vraiment au visage de façon abrupte. Est-ce que la modicité des Camerounais ne revient pas au niveau du partage des richesses?
Justement, ça c'est un aspect inévitable. C'est-à-dire, je vous ai dit que Pierre Rosanvallon a écrit un petit ouvrage sur la démocratie, qui a, bon, en parlant de démocratie, puisque, pour parler encore je viens à votre question, de la faiblesse idéologique dont je parle, il faut que nos auditeurs se rendent compte que je parle de la démocratie ici au sens occidental du terme, parce que c'est celle-là qu'on applique chez nous et qu'on veut suivre chez nous. Donc, je ne vous parle pas de la démocratie qui, pour moi, serait quelque chose à inventer chez nous, qui serait un programme politique, mais je vous parle de la démocratie telle que nos dirigeants disent qu'ils vont appliquer ce qui s'est passé en Europe, l'expérience européenne occidentale. Donc, la question que vous posez est très importante. Donc, Pierre Rosanvallon écrit un petit ouvrage sur la démocratie qui a pour titre « La société des égaux ». La démocratie nous fait un pari sur l'avenir. Elle fait une promesse à un peuple. La promesse est non seulement que ce peuple sera le maître de son destin, la promesse est aussi que nous allons construire une société d'égaux. Comme tu es citoyen comme moi, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et lorsque vous lisez Alexis de Tocqueville, qui a écrit un ouvrage qui a pour titre « De la démocratie en Amérique », il nous dit que la démocratie, c'est deux passions. La passion de la liberté, liberté individuelle et collective, et la passion de l'égalité. Donc une société où les gens, un petit groupe, comme je vous l'ai dit depuis 40 ans, a toutes les richesses, a tous les pouvoirs, et où la majeure partie croupit dans la misère, bien sûr, ne peut être qu'une société opposée sur la répartition des ressources. Parce que les gens se disent, nous ne sommes plus dans une société des égaux, nous sommes dans une aristocratie qui domine une majorité. Donc, c'est ça en fait, c'est ça un peu la grande confrontation au Cameroun. C'est d'un côté ceux qui possèdent tout, toutes les richesses, tous les pouvoirs, et de l'autre, ceux qui traînent le cul par terre, quoi. Quels sont selon vous les principaux enjeux de cette élection présidentielle? Quelles questions ou problématiques doivent être prioritaires pour les candidats? Bon, les enjeux de cette élection présidentielle qui arrive 2025, c'est déjà tous les 4 aspects que je viens de vous évoquer, à savoir une société très inégalitaire, comment est-ce qu'on sort de ces inégalités-là, à savoir une société malheureuse, parce que la pauvreté augmente, à savoir une société où la confiance s'effrite, comment rétablir la confiance entre Camerounais, et puis une société où, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une société où les gens n'arrivent plus à concrétiser la passion de l'égalité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en dehors de ça, que j'ai déjà évoqué, d'autres enjeux existent. D'autres enjeux existent. Je peux en citer quelques-uns, parce qu'ils sont nombreux. Le premier enjeu, pour moi, par rapport à cette présidentielle, c'est d'abord comment est-ce qu'on change de régime. C'est extrêmement important. Nous avons un régime au Cameroun qui est en place depuis près de 42 ans. Quand M. Biya a accédé au pouvoir, j'étais au CM1. Je suis aujourd'hui prof d'université. Je commence à avoir des cheveux blancs, même si ceux qui sont au pouvoir n'en ont pas. Peut-être que je suis plus vieux qu'eux. Mais vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le nombre d'années qu'il faut pour former un prof d'université. Ça veut dire que des gens qui étaient ministres alors que j'étais au CM1, ils sont toujours aujourd'hui. Ça veut dire que ça, c'est un problème énorme. Pourquoi c'est un problème énorme? C'est un problème énorme parce que c'est excessif. Et les gens ont le droit d'être comment je peux dire ça, exaspérés par tout ce qui est excessif. Les gens ont le droit de ne plus être à l'aise, de rejeter tout ce qui est excessif. Parce que même dans la vie courante, tout ce qui est excessif entraîne un problème. Vous mangez trop, vous tombez malade. Vous buvez trop, vous tombez malade, ça peut même vous tuer. Tout ce qui est excessif, regardez seulement la vie autour de vous, tout ce qui est excessif entraîne un problème. Donc le problème politique au Cameroun que les gens ne veulent pas souligner aujourd'hui, ce n'est ni un problème démocratique, ni rien de... C'est que tout ce qui est excessif exaspère des hommes normaux. Ils n'en veulent plus. Regardez en France, regardez ce qu'on dit de Deschamps. Deschamps a gagné la Coupe du Monde. L'autre jour, il a été sifflé. Les gens lui disent de partir, que ça fait 15 ans qu'il dirige l'équipe. Les gens en ont assez. Vous voyez? Et ce n'est pas pour rien que les gens qui ont pensé les constitutions ont parfois limité le nombre de mandats à 2. Parce qu'on sait qu'on arrive, tout ce qui est excessif entraîne des pathologies qui deviennent des problèmes politiques.
Donc, voilà un premier problème politique. Comment sortir de cette pathologie qui fait que on est obligé aujourd'hui de dire aux gens à la télé, n'utilisez pas tel mot, parce que ne dites pas que le président est vieux, ne dites pas que le président est fatigué, voilà. Nous sommes au niveau des problèmes pathologiques entraînés par le fait que les gens ont mis trop longtemps au pouvoir. Aucune démocratie au monde, dans aucune démocratie au monde, les gens font 40 ans au pouvoir. Aucune. Ça n'existe pas. Hein? Donc ces 40 ans-là veulent aussi dire que nous ne sommes pas une démocratie. Hein? Ça, c'est le premier problème. Donc, comment sortir de cet excès? Le deuxième, pas le deuxième, nous sommes toujours dans le même problème. Pour sortir de cet excès, il y a donc une affaire importante. C'est que il n'est pas souhaitable que le président actuel, le président Paul Biya, soit encore candidat ou encore qu'il renouvelle un nouveau mandat. Pourquoi? Je veux parler sur deux hypothèses. La première hypothèse, c'est d'abord parler sur le plan politique et puis sur le plan personnel. Voilà. Sur le plan politique, pourquoi pour moi, Camerounais africain, je n'aimerais pas que le président Paul Biya soit de nouveau candidat et qu'il continue à diriger le Cameroun? Premièrement, parce que le président Biya est très âgé. Le président Biya est très âgé. Et qui dit un homme très âgé, dit un homme biologiquement incapable de travailler à temps plein pour son pays. C'est biologiquement démontré. Le dire n'est pas un manque de respect, c'est tout simplement un jugement, une observation factuelle. Les défaillances publiques de notre président à travers le monde, lorsqu'il a été aux États-Unis, et qu'il ne savait pas dans quelle salle il se trouvait, et qu'il ne savait pas pourquoi il était là, et qu'il demandait aux gens pourquoi il était en vedette. Dernièrement, quand Macron était au Cameroun, et qu'on lui posait des questions et qu'il disait qu'il n'entend pas. Dernièrement, aux Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous avez vu comment les gens sont venus filmer, comment notre président descendait les escaliers. Hein? On n'était pas au Cameroun, donc on ne pouvait pas bloquer. Même les badauds sont venus filmer pour voir que notre président avait de la peine à monter des escaliers. Donc, premier critère, âge biologique très avancé, donc il n'a plus les capacités physiques, et ce qui est normal, nous sommes des hommes, nous vieillissons, il ne peut plus faire son travail à temps plein. C'est d'ailleurs pourquoi les hautes institutions sont devenues une règle, alors que ça doit être une exception. Ça devient une règle parce que le président, biologiquement, ne peut plus. Deuxième raison, je suis toujours dans le premier facteur. Deuxième raison, c'est que nous sommes des Africains et nous respectons les gens âgés. Le président a un âge respectable. Quand moi je vois ces défaillances à travers le monde, je pense que c'est un manque de respect à son âge. Je pense que c'est un manque de respect à cette personnalité-là qui a atteint un certain âge. On ne peut pas tolérer que le président, je me rappelle encore à l'invitation d'Ibrahim, le mécène qui fait des affaires, où il disait « Do you understand me ?» où il avait été un peu malmené sur un plateau, sur une interview. Au sommet de la paix à Paris. Au sommet de la paix à Paris, où j'ai également senti le président désemparé. Donc moi je crois que par respect pour son âge, par respect pour un Africain âgé, il ne faut pas lui infliger ça. Vous voyez? Donc, moi, je me pose une question. Est-ce que les gens qui sont autour de lui l'aiment? Pourquoi exposer les faiblesses d'un homme de cet âge-là aux yeux du monde? Je trouve que ce n'est pas bon pour lui. Ça, c'est ma deuxième raison. La troisième raison, c'est que exposer ces faiblesses aux yeux du monde affaiblit la fonction présidentielle au Cameroun. Ça affaiblit la fonction présidentielle. Il ne faut pas oublier que, cher ami, les corps dirigent. Les corps des maîtres dirigent. Ce n'est pas pour rien que Poutine, chaque fois, nous montre en train de faire le cheval, il nous montre ses muscles, il nous montre en kimono, il se montre en kimono, parce que son corps, sa forme physique, fait partie de son pouvoir. Et lorsqu'on voit un président au corps affaibli, cela affaiblit aussi le pouvoir. Donc le corps gouverne. Et cela affaiblit la fonction présidentielle lorsqu'on voit qu'il y a des défaillances du président à gauche et à droite. Ce sont des choses que les gens ne veulent pas dire, qui sont réelles, qui ne sont pas un manque de respect du président. Je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est un respect du président de son âge, de montrer qu'il n'est pas décent de l'exposer avec la faiblesse biologique qu'il présente aujourd'hui.
Et puis donc, la quatrième raison pour cette première cause que j'ai indiquée, c'est que le président a fait ce qu'il a pu faire. Il a fait 42 ans de pouvoir. Est-ce qu'un mandat supplémentaire va lui permettre de faire des choses qu'il n'a pas fait en 42 ans? Non. Je crois qu'il ne peut plus rien apporter. 42 ans de pouvoir, ça suffit. Et je ne vois pas ce que quelqu'un va faire en plus qu'il n'a pas pu faire en 42 ans. Vous voyez? Et qu'au lieu donc de progresser vers un pouvoir sclérosé, c'est-à-dire qui n'a plus d'innovation et qui a pour seul objectif de se préserver et de se perpétuer, il est bon pour l'avenir du Cameroun que le régime change et qu'on ait de nouvelles énergies, de nouvelles idées et que le pays soit à nouveau habité par de nouveaux projets. C'est tout simplement ça qui explique politiquement le caractère crucial de cette élection. Hein? Donc ça c'était un premier point que je voulais développer et montrer par rapport au président actuel, à qui j'envoie tous mes respects. Et comme je vous le dis, j'évoque là des arguments extrêmement pertinents et qui vont même dans le respect de la personne qu'il est et le respect de son âge, le respect de la fonction, et même pour remettre le pays sur les rails. Il faut qu'on aille vers ça. Deuxième aspect très important de cette présidentielle, c'est la guerre au Nozo. C'est la guerre au Nozo. Ça veut dire que nous devons, les acteurs politiques qui sont en place, doivent nous donner des solutions de sortie de la guerre au Nozo. Nous sommes dans un pays en guerre civile. Oui. Ça veut dire qu'un candidat à la présidentielle crédible au Cameroun aujourd'hui doit nous dire comment est-ce qu'on sort de la crise du Nozo. Donc voilà un enjeu extrêmement important de cette élection présidentielle. Autre enjeu extrêmement important de l'élection présidentielle, c'est la justice. Nous sommes dans un pays où la justice fout le camp. Et pourquoi la justice? Parce que nous sommes quand même marqués et traumatisés par l'assassinat ignoble de Martinez Zogo. Et qui montre que nous sommes dans un pays où des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, qui relèvent des narcotrafiquants et des États barbares, reviennent au Cameroun. Donc qui montre que nous sommes dans un État où la justice n'existe pas. Et lorsqu'on voit tous les atermoiements au niveau du procès par rapport relatif à cette affaire-là, on se rend compte que nous sommes dans un pays où l'institution judiciaire est à reconstruire. Et cette institution judiciaire se reconstruit aussi à partir d'un nouveau leadership qui installe l'idée de justice dans tous les domaines, dans toutes les institutions au Cameroun. Parce que l'assassinat de Martinez Zogo est l'aboutissement d'un pays injuste, je dirais même d'un pays qui sombre dans la barbarie. Je suis en train d'écrire un ouvrage qui sortira d'ici quelques jours où je reviens sur tous ces aspects. Parce que je me dis, 2025 arrive, il faut quand même un ouvrage où je peux dialoguer avec des gens, où je développe ces affaires-là de façon beaucoup plus large. Donc ça, c'est la justice. Et puis donc, je voulais dire, à côté de la justice, comme enjeu de 2025, l'autre enjeu fondamental de 2025, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Je vois comment les milliards volent à gauche, à droite, pour le ministre Samuel Eto'o qui s'amuse avec les dons indomptables. Et je vois la dette de l'éducation nationale qui est toujours intacte. Je vois des enseignants qui n'ont pas enseigné l'an passé. Je vois des résultats catastrophiques qu'on a eu au Cameroun à la fin de l'année académique. Vous voyez? L'éducation est fondamentale. C'est un économiste qui vous parle. Lorsque vous regardez l'histoire du monde, les pays, les sociétés qui ont réalisé de la prospérité sont des sociétés qui ont mis le paquet sur l'éducation. Regardez les anglo-saxons, qui ont toujours été en la tête sur le plan économique. Regardez les juifs. Regardez les pays occidentaux en général. Regardez la Chine. Le succès des juifs, des anglo-saxons, de la Chine, des pays occidentaux, est basé sur l'éducation. La formation du capital humain. Donc, si au Cameroun, on s'amuse avec l'éducation, ça veut dire qu'on met déjà l'avenir du pays en crise. On ne peut pas parler des enjeux de 2025 sans parler du volet éducation. Ça veut dire qu'au Cameroun, lorsque vous lisez Victor Hugo nous dit quoi? Il nous dit, lorsque vous ouvrez une école, vous fermez une prison. Au Cameroun, les écoles se ferment. Les enseignants vont au Canada. Donc, ça veut dire que nous sommes en train d'ouvrir des prisons. Oui, donc voilà quelques enjeux de l'élection présidentielle de 2025 avec cette priorité des priorités de remettre en selle
l'éducation nationale, parce que l'éducation est la valeur d'un pays, et le futur d'un pays. Lorsque vous regardez aujourd'hui la croissance, le nouveau modèle de croissance, la croissance, c'est-à-dire la richesse produite par un pays, dépend du niveau moyen des savoirs diffusés dans la société. Donc si vous ne formez pas votre société, vous êtes à la traîne. Lorsque vous regardez la Chine met des sommes colossales pour l'éducation. Regardez les classements du monde, les petits Chinois sont en tête, le Japon. Hein? Je me balade à gauche, à droite dans des colloques. Parfois, je regarde, est-ce que je suis avec un Africain? Il y a 15 Chinois, 20 Chinois. Ils écrivent un papier à 5, un article à 5, à 6. Toi, tu es tout seul. Hein? Donc, nos pays croient que la croissance tombe du ciel. Non, c'est l'éducation, le principal facteur économique. Donc, si on le néglige, là, notre pays est très mal parti. Justement, comment ces enjeux affectent-ils la population camerounaise dans son ensemble? Quelles sont les attentes des électeurs camerounais pour cette élection? Disons, comment ces enjeux affectent la population camerounaise dans son ensemble? Je dirais, premièrement, il y a plusieurs choses. La première chose qu'on constate au Cameroun, c'est la résignation. C'est la résignation, c'est comme si les gens se disent, bon, voilà, comme l'expression camerounaise le dit, hein, voilà, on va faire comment? Ou alors nous sommes venus accompagner les autres. Ils sont résignés. Depuis 42 ans, rien n'a changé. Les mêmes sont ministres. Il y a même des gens, j'ai oublié que c'est quelqu'un comme Bouabelo Maïgari. Je ne sais pas si depuis combien d'années il est ministre. Je ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Je ne sais pas s'il y a des résultats, mais il est ministre. Donc, on peut aboutir à une forme de résignation dans l'être et la façon d'être, de penser des Camerounais en disant, ben, de toutes les façons, quoi qu'on fasse, nous sommes venus accompagner les autres. Ça, c'est la résignation. La deuxième chose, c'est aussi une externalisation. C'est-à-dire, les gens se disent, comme rien ne bouge, qu'est-ce que nous on va faire? On va organiser notre vie ailleurs. Donc, les gens se rabattent sur quoi? Sur un ensemble d'activités qualifiées d'économie informelle. C'est-à-dire, les gens se lèvent le matin et ils marchent, ils vont faire leurs activités sans s'occuper de l'État, sans s'occuper de la gestion du pays, de la gouvernance du pays, mais tout simplement donc chercher comment réunir 3 pièces pour faire un sou et pour s'acheter un bout de pain. Donc les gens ils basculent dans l'informel et font leur activité en dehors des activités donc, de l'État. Ça, c'est aussi une forme de comportement qu'on observe au Cameroun. Et puis donc, heureusement, il y a certains qui s'engagent politiquement. On a vu quand même un certain engouement pour l'inscription sur les listes électorales ces derniers temps. Donc certains se disent quand même, c'est nous le peuple, nous avons le pouvoir, c'est à nous de changer ce régime pour que les choses puissent changer. Donc, les comportements des Camerounais sont multiples. En dehors de ces 3-là, il y a aussi ce comportement d'exil, d'émigration. Lorsque vous voyez le nombre de jeunes Camerounais qui veulent migrer, le nombre de jeunes Camerounais dont le rêve n'est pas de vivre au Cameroun, mais de sortir du Cameroun. On a vu avec l'ambassade du Canada dernièrement, le nombre de candidats qu'il y avait sur un nombre de places très limité. On voit des enseignants qui vont au Canada. Vous voyez que le Canada, lui, ne prend pas n'importe qui, il prend les enseignants, parce qu'il faut former sa population. Donc, ce soit un comportement résigné, ce soit une extirpation du champ politique pour vivre dans l'informel et faire ses activités, ce soit un rêve des migrants, ou alors tout simplement donc l'engagement politique qui malheureusement reste encore marginal parce qu'une grande partie de la population est encore rurale au Cameroun et ce sont des gens qui ne sont pas politiquement engagés. Est-ce que ce manque d'idéaux politiques ne fait pas en sorte que les Camerounais puissent rêver? Ce manque d'idéaux politiques précis pour faire rêver ces Camerounais, est-ce que ça ne manque pas sur la scène politique? Bien sûr, vous avez entièrement raison. Quand je vous dis que nous sommes, la société camerounaise est une société globalement fanatique, je vous ai parlé de Tontina, Sardina, Iglesien, Ibou, c'est des positionnements fanatiques, ce ne sont pas des positionnements critiques. Pourquoi? Parce que c'est une société qui se caractérise par un champ politique extrêmement pauvre sur le plan idéologique. Donc, qui ne sert pas les populations. Les populations n'ont rien. Il faut une offre politique aux populations, une offre idéologique. C'est sur ça que s'accrochent les gens pour dire ah, moi j'aime ce que monsieur Amougou dit, je m'accroche dessus. Moi je vais m'engager politiquement, monsieur Kwala dit ceci, moi je m'accroche dessus. Il n'y en a pas. Donc une pauvreté d'offres idéologiques qui fait que la population n'a pas de repères, n'a pas d'incitation pour s'engager politiquement. Parce que voilà, nous sommes dans un vide idéologique. Petit exemple, si je prends le champ politique camerounais,
je peux poser aux gens la question de savoir, mais si je prends le MRC, c'est quoi l'idéologie du MRC, politiquement parlant? Encore, je change ma question. Est-ce que Maurice Kamto est de gauche ou de droite? On ne peut pas définir. Oui. Votre réponse est exacte. Elle est exacte et elle est correcte. On ne sait pas. Hein? C'est pourquoi je vous dis, je prépare un livre où j'essaie d'expliquer ces choses-là. C'est d'abord quoi, gauche et droite. Est-ce que gauche et droite ont du sens en Afrique? Donc, quand prenons un peu Maurice Kamto. Je vais prendre deux exemples pour que les gens du MLC ne disent pas que je parle seulement de Maurice Kamto. Quand je prends le professeur Maurice Kamto, la Renaissance, le MRC. La Renaissance, c'est un thème de gauche, dans l'histoire de gauche. La Renaissance, c'est la Révolution. C'est la Révolution qui entraîne une renaissance, une nouvelle naissance. Le pays naît de nouveau. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est un thème de gauche. On peut donc dire, on s'accroche sur ça, Maurice Kamto serait de gauche. Vous voyez? Mais la Renaissance, qui est un thème de gauche, cohabite dans le MRC avec une pensée politique qui est plutôt libérale. Du MRC. On dirait, économiquement, Maurice Kamto est de droite. Voilà un exemple qui vous montre que, sur le plan idéologique, ce n'est pas clair. Le peuple camerounais ne peut pas s'éduquer à travers ça, parce qu'il ne sait pas si le MRC est de gauche ou de droite. On trouve des choses de gauche, on trouve des choses de droite. Question encore plus large à poser, est-ce que gauche et droite ont du sens en Afrique? Si oui, lequel? Lorsque vous prenez Thomas Sankara, vous direz qu'il est de gauche. Mais si vous lisez Thomas Sankara, il se réfère à Karl Marx. Quel est le penseur africain dans l'histoire de l'Afrique longue, ancienne, qui a écrit des trucs de gauche? Il n'y en a pas. Mais il va te dire, Rosa Luxembourg a dit ceci, Karl Marx a dit ceci, voilà. Proudhon a dit ceci. Ce sont les Occidentaux. Vous voyez? Bon. Maintenant, prenons un autre, pour ne pas parler seulement du MRC. Prenons Cabral Libye. Cabral Libye nous parle du fédéralisme communautaire. On peut se dire, oui, Cabral Libye est de gauche, parce que le fédéralisme communautaire peut être une façon de penser l'État en disant que les sociétés n'ont rien d'autre pour se gouverner qu'elles-mêmes. Et elles-mêmes, c'est quoi? C'est leur communauté. Donc, revenir à une installation, un enracinement basique de l'État à partir de communautés et s'inspirer de ces communautés pour aller vers un État qui ressemblerait aux communautés. C'est de gauche. Mais la même idée est de droite. Les communautés, c'est des identités. Or, qui dépend des identités dans la pensée politique mondiale? Ce sont les partis de droite. Les identités, il faut respecter les identités, il faut respecter les communautés. C'est l'extrême droite, c'est Marine Le Pen en France. C'est la droite en France. Vous voyez? Donc, là aussi, ce n'est pas clair. C'est de gauche ou de droite? Les deux sont mélangés. Donc, je veux dire, les idéologies, et ce manque de clarification de la scène politique camerounaise, et même africaine, parce que ma réflexion dans mon bouquin qui arrive, part du Cameroun pour élargir sur l'Afrique, montre que ce n'est pas idéologiquement clair, et les populations ne peuvent pas s'accrocher sur des choses claires pour s'engager politiquement. Et ça fait que même l'offre politique est une offre qui est embrouillée en fait, parce que des choses se confondent, et les gens ne nous disent pas quelles sont leurs grandes poutres idéologiques. Une chose, j'ai dit, je veux le fédéralisme communautaire. Une chose, j'ai dit, je veux la Renaissance. Mais quelles sont les poutres civilisationnelles qui sont derrière? Quelle idée de l'État tu as? Quelle idée de la famille tu as? Prenons un exemple. Quelle idée du religieux tu as? Lorsqu'on regarde le monde, les Russes, ils sont orthodoxes. Les anglo-saxons sont protestants. Les latino-américains ont fait une théologie de la libération. Les occidentaux sont judéo-chrétiens. Il y a les judéo-chrétiens, les juifs. Nous sommes quoi en Afrique? Les gens oublient que c'est un champ politique. Hein? Voilà. Lorsque Constantin décide de faire du christianisme la religion de l'État, de l'Empire, c'est parce qu'il veut cadrer cette religion-là par rapport à son empire. Le concile de Nicée. C'est Constantin qui dit « entrez là et sortez avec une résolution ». Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'ils sont divisés. Certains disent Dieu est Père, d'autres disent Dieu est Fils, d'autres disent Dieu est Saint-Esprit. Constantin les enferme au concile. Il dit, sortez de là avec une... On dit donc, il est tout à la fois. C'est la formule qui sort de là. Donc, Constantin définit une politique religieuse de l'Empire. Ça veut dire que nous avons un pagano-christianisme à construire en Afrique. Hein?
Nous sommes des gens, on a nos croyances traditionnelles, le christianisme est venu s'ajouter dedans. Ça veut dire que nos politiques doivent, ça ne veut pas dire imposer, ça veut dire proposer. Même ça, il n'y a pas. Vous voyez? Une façon de revenir sur voilà. Justement. Traditionnel. Donc vous voyez que... Imposer la tradition comme politique religieuse. Voilà, vous voyez. Donc ça fait qu'il y a des champs qui sont complètement en friche et où la réflexion idéologique reste assez faible. Mais à contrario, le gouvernement camerounais a formulé le DSE 2035, oui. Donc un projet de développement, mais l'opacité de ce projet, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le connais. De ce projet-là. Est-ce que l'opacité du gouvernement ne fait pas en sorte que sa politique gouvernementale ou sa politique de développement n'est pas mise sur le champ public? Oui, le problème de ces projets-là, oui, j'ai un exemplaire de ce... Oui, je disais que le problème de ces projets, le DSE que vous évoquez, c'est que techniquement, ils sont bien faits, ils sont, voilà, ils sont bien pensés techniquement, mais ils ont un ensemble de limites. La première limite, c'est qu'on ne voit pas clairement l'orientation idéologique du projet. Hein? Il n'y a pas de développement sans idéologie. Il n'y a pas de développement sans identité. Il n'y a pas de développement sans parti pris. Hein? Un projet n'est pas seulement la répétition des choses que les autres ont fait. Non, non, non. Il faut ses empreintes. Il faut vraiment sa personnalité, la personnalité historique du pays dans le projet. Ça, on ne voit pas. On ne voit pas. Il y a une autre limite, c'est que ce sont des projets qui sont extrêmement technocrates. Donc, qui restent dans une perspective top-down. D'où le fait que le peuple, parfois, ne sait même pas que ça existe. Or, un projet de développement, c'est aussi un moyen, une stratégie pour embarquer et emballer tout un peuple dans une direction. Et si ce peuple-là ne sait même pas que ce projet existe, il est difficile de l'embarquer. Donc, il y a ici un problème de diffusion des projets dans la société pour que les gens puissent s'en emparer et puissent donc faire de ces projets leur affaire. Hein? Pour le moment, les gens disent, ben, on a dit aux gens, par exemple, on va faire l'émergence. On a notre projet, l'émergence. On va faire l'émergence. Donc, les gens attendent de l'émergence. Mais les gens ne sont pas acteurs de l'émergence parce qu'ils ne sont pas impliqués. Est-ce que les paysans camerounais qui nourrissent le Cameroun depuis toujours, quelle est la contribution de ces paysans dans l'émergence? Est-ce qu'il y a un programme national de mobilisation des paysans pour réaliser l'émergence du Cameroun, pour que le paysan se sente concerné? Non. C'est un truc qui reste encore au-dessus de la tête et qui finalement reste bureaucratique, reste technocrate. Et on se rend d'ailleurs compte que ce sont des projets qui s'enchaînent. Le premier n'a pas atteint les résultats, on ne l'a pas évalué, on fait un autre, on enchaîne avec un autre. Hein? Je crois qu'avant le DSE, il y avait un premier qu'on n'a pas évalué, on n'a pas vu ses résultats, et puis on enchaîne avec un autre. Donc il y a un empilement de projets finalement, qui n'arrivent pas à échéance et qui ne peuvent rien donner parce que le projet qui suit le premier doit quand même se baser sur les évaluations du précédent. Or, sans évaluation, on crée un autre. Ça veut dire que c'est comme si on fonctionnait sur des sables mouvants. Donc, nous avons ces limites-là par rapport à nos projets de développement qui sont aussi que ce sont des projets qui très souvent penchent beaucoup vers l'économie. Le développement, ce n'est pas de l'économie. Je me tue à le dire à mes étudiants tous les jours. L'économie est un aspect du développement. Le développement est un processus large qui concerne toute la société et tous les domaines, où la dimension économique n'est qu'une dimension. Donc, et lorsque je vois la façon dont ces projets sont conçus au Cameroun, je vois une prédominance des économistes dans leur conception. Je ne vois pas les anthropologues, je ne vois pas les sociologues, je ne vois pas les géographes, je ne vois pas les historiens, je ne vois pas tous ces spécialistes-là qui doivent contribuer à un projet de développement digne de ce nom. Vous voyez? Donc, c'est autant de limites qui montrent que nous sommes aussi pris dans un tropisme économiciste qui fait que on ne peut pas aller loin avec ça. Lorsque la Chine définit ces 4 modernisations, ce n'est pas qu'une affaire d'économie. C'est une affaire qui va très loin avec la mise en place, quand je parlais d'éducation tantôt, la mise en place d'un système national d'innovation. Ça veut dire que la Chine regroupe des spécialistes qui sont là pour penser le pays, pour penser les politiques, pour penser les stratégies et pour penser les innovations. Vous voyez? Donc un travail de recherche, d'excellence est derrière. On n'en a pas. Donc voilà un peu les limites voilà, de ces projets. Qui sont les principaux acteurs politiques en lice pour cette élection? Quelle
est votre évaluation de leurs chances respectives de succès? Les principaux acteurs en liste, pour ne pas les citer, ben, il y a déjà le parti au pouvoir, Paul Biya, et son RDPC. Il y a le MRC, Maurice Kamto, qui est l'opposant le plus en vue ces derniers temps. Il y a Cabral Libi, qui est un jeune loup voilà, aux dents longues. Il y a, je suis aussi, je dirais, il y a le parti au pouvoir, il y a ces partis d'opposition-là. Je suis aussi avec le SDF. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes acteurs. Et puis, les acteurs politiques qui se disent l'opposition, mais qui sont dans, je ne sais pas, qui travaillent avec le gouvernement, dans une forme de solidarité gouvernementale. Voilà. Voilà. Donc, les gens comme, surtout Boubabelo Maïgari, qui ont des partis d'opposition, comment il s'appelle Issa Chiroma, qui devraient être l'opposition, mais qui ne le sont plus, mais qui travaillent avec le régime depuis des années. Donc, s'il faut citer des noms, voilà, des noms, Paul Biya, Maurice Kamto, Cabral Libi, je sois aussi, voilà, des noms qui vont peser sur cette campagne. Mais au-delà des noms, l'acteur principal de cette élection présidentielle doit, ou à mon sens, devrait être le peuple camerounais. À savoir que c'est le peuple camerounais, si l'élection est juste et transparente, qui doit choisir son destin. C'est ça la promesse démocratique. Le peuple est maître de son destin. Et c'est en fait lui qui détient le pouvoir et l'exerce par le droit du vote. C'est lui qui devrait choisir. Donc le principal acteur de l'élection présidentielle 2025 devrait être le peuple camerounais. C'est lui qui doit choisir quel avenir il veut pour le pays, en tenant compte de tous ces enjeux que j'ai évoqués. Quelle est la personne qui peut nous permettre de mieux vivre, de sortir de ces inégalités abyssales, d'être moins malheureux, parce que la pauvreté augmente, de retrouver la confiance entre nous, de sortir de la guerre du nozo, de nous permettre d'avoir un champ politique qui n'est pas sclérosé, c'est-à-dire de changer de président, pour avoir de nouvelles énergies, pour avoir de nouvelles idées, pour remettre un pays sur les rails. Ce n'est pas une fatalité. La politique est conçue pour que les gens arrivent dans une sorte de jeu qui serait un tour de rôle. Tu arrives, tu joues ta partition pendant un nombre d'années, un autre arrive et joue ta partition pendant un nombre d'années. Nous ne sommes pas dans des empires où les gens vont être au pouvoir éternellement. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'un pouvoir devient sclérosé. Ça veut dire qu'il n'innove plus. Il ne fait plus rien de nouveau. Il ne fait que se maintenir. Donc au peuple de choisir, est-ce qu'il veut un pouvoir sclérosé ou alors il veut mettre en place autre chose pour essayer autre chose, pour tenter un autre avenir. Est-ce que le parti au pouvoir n'a pas assez de jeunes pour pouvoir apporter une nouvelle dynamique? Il y a certainement au parti au pouvoir des jeunes. Mais le problème qui se pose, c'est que les jeunes du parti au pouvoir, peut-être ils sont au parti au pouvoir parce que le parti est au pouvoir. C'est ça. C'est-à-dire, nous avons affaire à quel type de jeunes? Vous voyez? Donc, je pense que les jeunes du parti au pouvoir ne sont pas des jeunes qui vont vouloir le changement. Parce qu'ils sont dans une situation privilégiée, parce que justement, ils ont intégré un parti qui est au pouvoir. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'on peut imaginer des gens voilà, habités par un désir de changement et d'innovation. Pas du tout. Parce que ce serait une façon de dire, il faut s'aborder votre poule aux œufs d'or. Il faut scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Ça reviendrait à dire ça. Donc, les quelques velléités qui peuvent y exister, je ne pense pas qu'elles puissent faire le poids par rapport aux pesanteurs qui veulent que la situation reste la même. Et lorsque je parlais du statut de la critique, mais regardez un peu ce qui est arrivé à mon collègue Messanga Yamding. Le statut de la critique dans une démocratie. En France, la critique va jusqu'à ce qu'on a vu un jeune Français gifler Macron. Ce gars-là a fait maximum 1 an de prison. Je ne sais pas s'il a fait 1 an. Il est dit à l'extérieur. Et il dit d'ailleurs qu'il ne regrette pas, qu'il le recommencerait. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un gifler Paul Biya au Cameroun? Si on gifle Paul Biya au Cameroun, la personne là, on va même plus la voir. Le statut de la critique, pourquoi j'évoque ça? Parce que Messanga Yamding, qui est du RDPC, qui est du comité central, l'instance la plus élevée du parti, mais il a été radieux du parti parce qu'il ose critiquer. Vous voyez?
Donc, la question que j'ai posée au début se repose, quel est le statut de la critique? Comment on veut améliorer une société? Comment on veut construire une société sans critique? Comment on peut construire une société si la critique devient criminalisée? Voilà. On revient sur le fanatisme. Sur le fanatisme, exactement. Il faut des fanatiques. Et si nous sommes fanatiques, ça veut dire que nous sommes prêts pour la dictature. Les fanatiques ont besoin d'un chef qui montre la voie, où personne, voilà. Il y a un guide. Les fanatiques veulent un guide, le Führer. Il faut voir d'ailleurs tous les grands dictateurs au monde, comment les noms qu'ils avaient, c'était le nom des guides. Duce, Mussolini, le Führer, tout Führen. Führen en anglais, en allemand, c'est guider, le guide. Comment évaluez-vous l'offre politique actuelle de l'opposition camerounaise? Quels sont les points forts et les points faibles de cette offre? Oui, ça rejoint un peu d'autres questions déjà posées. L'offre politique de l'opposition camerounaise, à mon avis, a certainement des qualités, mais je vais surtout relever ici, s'ils ont des qualités, ils les connaissent, je vais surtout relever ici ce qui, moi, me paraît comme étant des faiblesses. La première faiblesse de l'offre politique de l'opposition, c'est, premièrement, comme je le dis, le manque de clarté idéologique. On ne peut pas offrir une choucroute, un salmigondis à la population et espérer que la population adhère. Ce n'est pas clair. Les gens vont choisir quoi? Ce n'est pas clair. Je vous ai pris quelques exemples pour vous montrer que les gens sont à la fois de gauche et de droite et qu'on ne sait même pas où ils sont. Quelle est leur idéologie? On ne sait pas. Donc, la faiblesse idéologique, et pensez encore à Antonio Gramsci qui nous dit « Les combats futurs se gagnent sur le combat idéologique, sur le terrain idéologique, sur le terrain culturel, tu veux. » Et Antonio Gramsci, Karl Marx, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'il ne faut pas faire la différence entre théorie et réalité. La théorie s'inspire de la réalité. Et si vous gagnez déjà le combat théorique, ça veut dire que sur le terrain, vous allez gagner aussi. Donc, faiblesse idéologique. Deuxième aspect de l'offre politique au Cameroun, une offre segmentée. Ça, c'est normal. C'est un atout que l'offre soit diversifiée. Quand je vois l'Alliance pour la transition, pour la transition pacifique et l'Alliance politique pour le changement, donc les deux alliances, c'est bien que les deux alliances existent. Parce que ça montre qu'il y a politique. Parce que lorsqu'il y a uniformité, il n'y a plus de politique. Il y a politique lorsqu'il y a plusieurs alliances, plusieurs idées, plusieurs offres. Mais la faiblesse ici, c'est que comme nous sommes face à un régime vieux de 42 ans, un régime très puissant, la stratégie de l'opposition devrait être unitaire pour avoir plus de force. Donc nous avons là une offre qui est éclatée, ce qui entraîne sa faiblesse entre ces deux alliances. J'espère que les deux alliances pourraient se mettre ensemble pour faire une seule alliance. Parce que les deux alliances sont importantes. L'alliance initiée par M. Nietzsche, l'alliance pour le changement politique, l'alliance politique pour le changement, c'est l'APC, Nietzsche. C'est une alliance qui a pour méthodologie le fait que, premièrement, nous avons un leader. C'est Maurice Kamto. Nous avons un projet, c'est celui du MRC. Donc, tous ceux qui veulent s'agrègent autour. Nous avons déjà un candidat. Sa force, c'est quoi? C'est qu'ils disent, nous avons déjà un leader. Donc, on ne va plus perdre le temps à chercher un leader. Nous avons déjà un projet, c'est celui du MRC. Vous voyez? C'est ça, ses forces. Mais sa faiblesse, c'est quoi? Sa faiblesse, c'est qu'elle demande aux gens de s'aligner derrière un leader, sans avoir discuté avec ces gens. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le programme du MRC? Est-ce qu'ils sont d'accord avec le leader? C'est ça sa faiblesse. Voilà. Ça, c'est l'alliance initiée par Nietzsche. Mais l'alliance pour la transition pacifique, inaugurée, portée par M. Billet et d'autres, Célestin Diamène et d'autres, elle a une force. Sa force, c'est quoi? Sa force, c'est qu'elle se dit, nous allons discuter entre nous du projet de transition qu'on met en place, et nous allons discuter entre nous du leader, de celui qui lui représente, suivant un certain nombre de critères. Donc, ça, c'est sa force, c'est plus démocratique.
ça peut aller vers quelque chose de plus solide parce qu'ils vont discuter ensemble. Mais sa faiblesse, c'est aussi qu'il faudra beaucoup plus de temps pour avoir le leader. Ils n'ont pas déjà un leader tout de suite. Vous voyez? Donc vous voyez que toutes les alliances ont des forces et des faiblesses. Et toutes les alliances sont aussi légitimes. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il nous faut un leader. Il faut du leadership pour mettre le pays sur les rails, pour de nouvelles idées, pour une nouvelle dynamique. Il faut un leadership. Mais au Cameroun, ce leadership-là ne peut pas suffire. Il faut aussi une transition politique, c'est-à-dire il faut une modification des structures pour que le pays fonctionne différemment. Donc ceux qui proposent la transition ont raison de dire qu'il faut une refonte des choses pour que le pays fonctionne différemment. Donc je prends souvent l'image, c'est comme si, c'est l'image du Titanic. Les deux alliances, c'est le Titanic. Disons, le Cameroun, c'est le Titanic. Donc Nietzsche dit, moi je sauve le Titanic qui est en train de couler, le Cameroun est en train de couler, je sauve le Titanic parce que j'ai un bon capitaine, Maurice Kamto. Allez, à la barre, tu nous sauves, on a un capitaine. Voilà comment on sauve le Cameroun. Et M. Billet dit non. Le Cameroun, le Titanic est en train de couler. Pour le mener vers les berges, il faut d'abord colmater les brèches là où ça fuit. Sinon, on va sombrer en cours de route. Donc, colmatons d'abord les brèches et puis on va vers la berge, vers le port. Vous voyez? Donc, nous avons un Titanic en train de couler. Nietzsche dit, moi j'ai un capitaine qui nous amène à bon port. M. Billet dit non. Puisque le bateau est en train de couler, il faut d'abord colmater la coque avant d'aller vers le port. Donc, vous voyez que les deux sont importants et que les deux doivent se réunir pour essayer de sauver le Titanic. Donc voilà en quelque sorte, par cette image, les forces et les faiblesses de ces deux offres politiques. Et d'autres faiblesses existent par rapport à cette offre politique, en dehors de la faiblesse idéologique, en dehors de cette image du Titanic, c'est que nous avons aussi une opposition qui très souvent ne va pas au bout de ses engagements. Ça, c'est une remarque rétro-prospective. J'ai remarqué par le passé que des gens se déclarent opposants, ils font campagne, mais dès que l'élection approche, ils disent « je vote pour Paul Biya ». L'opposition aboie uniquement. Oui, justement, il y a des aboyeurs. C'est-à-dire des gens qui font du bruit pour tout de suite virer et dire « bon, allez, le vote c'est lundi, moi je vote pour Paul Biya ». C'est le meilleur risque. On a vu ça plusieurs fois. Donc, elle n'est pas toujours crédible. Une certaine opposition n'est pas toujours crédible. Des revirements de situations, on en a vu plusieurs fois. Et la preuve de cela, c'est qu'il y a une partie importante de l'opposition et stratégique qui se trouve au RDPC. Tiroma, Bouba Bello, machin, tout ça, avec le Grand Nord, qui sont des opposants normalement, mais qui sont avec le régime. Vous voyez? Donc, finalement, l'opposition s'arrête souvent à ce qu'on vous promet. Si on vous promet un poste de ministre, un poste de directeur, un bon poste en fait, vous devenez solidaire du gouvernement en place, du régime en place. Ce n'est pas parce que la population camerounaise, la population politique camerounaise est conservatrice. Je crois que c'est surtout parce que la population camerounaise n'est pas éduquée idéologiquement. Je crois aussi que c'est parce que la population camerounaise est pauvre, majoritairement. Et que très souvent, on va suivre ceux qui nous donnent à manger. Le paradigme pain-sardine dont on parle, c'est un paradigme extrêmement efficace dans une société pauvre. Les enquêtes en économie montrent que les lecteurs ne se souviennent pas des choses qui sont vieilles de plus de 6 mois quand il va voter. Tout ce qui est vieux de plus de 6 mois, il est amnésique. Il ne pense qu'aux choses qui sont au plus vieilles de 6 mois. Ouais. Donc quand je m'en vais dans un village, je donne à manger, à boire aux gens. C'est ça qui est dans leur tête quand ils vont voter. Tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, ils ont tout oublié, ils ne pensent pas à ça. Vous voyez? Donc ce qui fait que lorsque les gens sont pauvres, aller donner à manger aux gens dans les villages, fait que les lecteurs étant amnésiques, ils vont voter pour ceux qui donnent les pains et les sardines. Vous voyez? Donc l'extrême pauvreté de la population camerounaise fait aussi que, et comme ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont les moyens de faire ça, elle va donc reconduire cela. Hein? Lui m'a donné une chèvre hier. Et la chèvre l'a attachée chez moi. Et le vote, c'est lundi. Quand il va voter, il voit la chèvre en train de brouter les herbes. Il va voter. Toi, tu vas lui dire, je te promets un projet de société, d'ici 10 ans, vous serez bien. Mais non, la chèvre, je l'ai maintenant. Donc, le court terme et l'amnésie font que les gens votent pour l'immédiat et votent pour leur utilité personnelle. Et ça, ce sont des enquêtes de terrain qui le montrent aussi en Afrique. Je peux, toi et moi, on peut être des candidats, je viens, je fais un beau discours avec un beau projet pour l'avenir du pays.
Toi, tu ne fais aucun discours. Tu viens, tu fais un stade pour les enfants, tu donnes à manger aux gens, tu gagnes. Aucun projet pour l'avenir. Vous voyez? Donc, nous sommes dans cette situation-là. Donc, c'est quand les gens sortent de la pauvreté, qu'ils deviennent autonomes, que la tête prend le dessus. Vous voyez? Là, nous sommes encore ici, les besoins élémentaires de satisfaction biologique ou physiologique. C'est lorsque maintenant j'ai tout ça, j'ai à manger, j'ai ma maison, machin, tout ça, que je... Allez, je vais penser à mes enfants d'ici 10 ans, quel est le projet porteur? C'est lui qu'on va voter. Or, quand tu regardes les campagnes camerounaises, les gens ne pensent pas comme ça. Les gens ne pensent pas comme ça. Donc ça fait que ça sonne comme un conservatisme, en fait. C'est quelque chose qui est motivé par une absence d'autonomie, qui est motivé par le fait que les gens votent sur le court terme, et qui est motivé par le fait qu'il y a une faiblesse idéologique. Les gens ne peuvent pas faire des projections à partir des idéologies bien installées. Oui. Justement, quelles sont les principales propositions politiques de l'opposition pour 2025? Ces propositions répondent-elles aux enjeux identifiés plus tôt? Les propositions de l'opposition, j'avoue que je ne les maîtrise pas très bien. Je vois les deux alliances. L'alliance pour la transition pacifique et l'alliance pour politique pour le changement. Si je me limite à ces deux alliances, il y a donc la première qui dit « Notre pays ne peut pas continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Nous devons, bien sûr, participer à l'élection présidentielle. Et puis, si nous la gagnons, nous allons faire une transition. » Voilà, ce serait comme une sorte de conférence nationale où on va remettre les choses à plat pour construire un nouveau départ. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, mais ça demande aussi plus de travail et plus de compétences et de maîtrise du pays. Hein? Voilà, donc c'est une proposition qui est importante, mais qui n'est pas quelque chose qui peut séduire les gens. Lorsqu'on parle en politique, lorsqu'on propose un projet en politique, ce n'est pas seulement dire des choses sérieuses, c'est aussi séduire l'électorat. Il faut séduire les gens. Il faut que la personne soit enthousiaste et vienne vous voter parce qu'elle est séduite. Le politicien ne parle pas pour démontrer ou pour convaincre. Il parle pour séduire. Pour séduire. Moi, le scientifique, je parle très souvent pour démontrer. Mais le politicien parle pour séduire et changer ton état d'âme. Et aller voter pour lui. Donc, je ne vois pas vraiment ce discours. Le professeur Maurice Kamto a fait une conférence l'autre jour où il a critiqué les CAM et tout ça, oui. Et dire qu'il avertit, s'il y a des problèmes qui arrivent, il aurait averti, oui. Ça fait plutôt peur aux gens. Ou le discours séduisant. C'est-à-dire, les gens sont convaincus d'eux-mêmes que ce discours-ci, vraiment, il me séduit. Hein? Là, c'est un discours d'avertissement. Ils sont en train de frauder, ils sont en train de faire ceci. Oui, bon, c'est normal, c'est un monde. Mais où est la dimension? Voilà. Hein? J'avais un professeur d'économie qui disait, lorsque tu veux vendre son entreprise, il faut d'abord faire quelques réformes pour la rendre sexy. Pour que le gars qui vient voir dire, allez, tu achètes ce truc. Donc, le discours n'est pas séduisant, n'est pas sexy, entre guillemets. Il ne se signale pas de façon séduisante aux Camerounais. Donc, ça fait que, voilà, c'est une faiblesse par rapport à l'alliance politique pour le changement. De l'autre côté, je ne vois pas non plus cette séduction. Je vois surtout du travail. Les Camerounais vont travailler. On va mettre en place des groupes de travail pour discuter du pays, comment on le réorganise, comment... Oui, c'est du travail. Mais les gens n'attendent pas du prochain régime qu'ils travaillent plus. Bien sûr, ils peuvent travailler plus, mais ce n'est pas ça qui doit être le discours politique pour une campagne. Que vous allez travailler, on va penser le pays. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut vendre aux Camerounais l'idée suivant laquelle leur vie va être meilleure. On va vous offrir une meilleure vie. On va vous offrir plus de chances. Voilà, exactement. Le panier de la ménagère va être moins cher, donc il sera mieux garni. Donc cette dimension-là de l'offre politique est assez faible. C'est une offre politique surtout alarmante, qui avertit sur ce qui peut arriver, qui met en lumière les fraudes présentes ou à venir. Mais tout ça ne séduit pas beaucoup. Les gens ne vont pas aller voter parce que tu as dit qu'on va frauder. Mais les gens vont aller voter pour quelque chose qui garantit un avenir meilleur. C'est pourquoi les discours doivent être des discours politiques, pas des discours techniques.
Un discours technique se tient voilà, dans un bureau de travail, dans ton parti. Mais un discours de grand public doit être un discours séduisant. Tout à fait. Pensez-vous que l'opposition est crédible et légitime aux yeux des électeurs camerounais? Pourquoi ou alors pourquoi pas? Quels critères utilisez-vous pour évaluer cette crédibilité? Oui, je pense que l'opposition, ça dépend aussi de quel côté de la population on est. Il y a des gens assez engagés politiquement qui trouvent que l'opposition est crédible et qu'elle est légitime. Il y a aussi des Camerounais extrêmement ancrés dans le pouvoir en place qui trouvent que l'opposition n'est pas crédible. Peut-être que c'est de bonnes guerres qui trouvent que l'opposition ne vaut rien du tout, qu'elle n'est pas crédible, qu'il s'agit juste des vendeurs d'illusions, des gens qui veulent entraîner le Cameroun vers la guerre. Voilà, ça c'est le discours du parti au pouvoir. Mais ce que je pense de cette opposition, c'est que lui dire qu'elle est crédible n'est pas lui rendre service. Elle est légitime, pourquoi? Parce que dans un pays, il y a un champ politique, il y a un parti au pouvoir, il y a une opposition. Donc les lois garantissent tout ça, donc elle est légitime. Mais la crédibilité, cette opposition doit la construire et la conquérir. Et ça, c'est un travail permanent, au jour le jour. Ça ne doit pas être une médaille pour dire nous sommes une opposition crédible et que vous avez un totem d'immunité qui va vous maintenir dans la crédibilité. Non, pas du tout. Ça doit être un travail au jour le jour, conquérir sa crédibilité, la construire. Surtout que c'est une opposition avec beaucoup de problèmes. Problèmes financiers. L'opposition, beaucoup de partis n'ont même pas de siège. Beaucoup de partis, je ne sais même pas s'il y a des militants. Donc, ça a des problèmes financiers. Il y a des problèmes idéologiques, que j'ai signalé tantôt. Il y a peut-être plus de 300 partis politiques au Cameroun. C'est une pâte à modeler où tu ne sais pas qui est quoi, qui est libéral, qui est pour l'état de droit, tu ne sais pas. C'est un truc, voilà. Donc, il faut clarifier idéologiquement le champ politique camerounais et africain pour que l'opposition soit une opposition crédible. C'est une opposition qui est faible sur le plan stratégique. Nous avons un régime qui est vieux de plus de 42 ans, de près de 42 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas conquérir ou bien arracher le pouvoir au Cameroun s'il n'y a pas une stratégie assez solide, capable même de pénétrer ce pouvoir pour le déjouer de l'intérieur. L'état profond au Cameroun, en dehors de la dimension superficielle de l'état que nous connaissons, toutes les grandes administrations, toutes les chefferies traditionnelles, toutes les grandes institutions de l'État, voilà, tous ces aspects-là, tous les grands corps qui en fait font l'État, est-ce que l'opposition a une stratégie de travail à l'intérieur de ces grands corps? C'est ça, c'est tous ces grands corps-là qui font l'État et qui font que le régime en place est très fort. Donc, si on ne pénètre pas, si je prends seulement les chefferies traditionnelles, je prends les Lamido, des Rebouba, des machins, tout ça, est-ce qu'il y a une stratégie d'approche de ces chefferies traditionnelles, de savoir comment fonctionnent les peuples, de savoir comment on peut séduire ces peuples-là, qu'est-ce qu'ils aiment dans nos discours? Parce que ne pas oublier, les recherches au Cameroun l'ont montré, j'oublie un peu le nom de l'auteur, qu'elle me pardonne, c'est une dame qui a montré qu'au Cameroun, il y a un vote de raison, il y a un vote de cœur, et il y a un vote de sang. Est-ce que l'opposition camerounaise a pensé ces stratégies? Le vote de raison, c'est le projet. Donc, peut-être la société camerounaise déjà un peu autonome avec les moyens qui disent le projet du MRC, le projet de Cabral, le projet du SDF, moi je le prends parce que c'est un bon projet pour l'avenir. Vote de raison. Maintenant, le vote de sang, ça veut dire, comme toi, Baham, ça veut dire que là, ce n'est pas le projet. C'est tout simplement rouger, c'est-à-dire, comme toi, voilà, le plus fort, il est le plus beau, il est, voilà. Ou alors chanter comme toi, notre président. Comme toi, notre président, oh, le peuple t'a choisi. Comme toi, notre président. Le cœur. Les gens ne vont pas réfléchir. C'est le cœur. Vous voyez? Et maintenant, j'ai dit un vote de raison, un vote de cœur et un vote de sang.
Là, tu es donc dans des considérations identitaires, généalogiques. La famille, le sang, la tribu, voilà. Vous voyez, c'est des stratégies différentes. Tu t'adresses à la tête, tu t'adresses au cœur, tu t'adresses à l'identité. L'opposition doit avoir des stratégies par rapport à ça. Ce n'est pas pour rien que, vous voyez, les gens du RDPC, parfois ne font même pas de discours. Parce que, justement, ils savent qu'ici, c'est un terrain conquis. Donc, il faut juste animer. Là-bas, on fait un discours parce qu'on a un certain public. Donc, je disais aussi, c'est une offre politique aussi qui souffre du fait que, comme je l'ai dit, nos partis d'opposition sont pauvres. Est-ce que nos partis politiques ont des bureaux d'expertise scientifique? Regardez un peu, tu vis en Belgique comme moi, en Europe, tous les partis politiques ont des bureaux scientifiques. C'est-à-dire des experts, des scientifiques recrutés pour étudier la société. Et vous dire, le Cameroun, voici les grands enjeux, voici comment calibrer notre campagne, voici comment calibrer notre projet. Vous donnez ça aux politiques qui utilisent ça comme ils veulent. Mais vous avez fait un travail scientifique. Encore une fois, lien entre théorie et pratique. Donc, les partis politiques, ce n'est pas seulement les leaders qui vont faire des discours, non. C'est des officines, des bureaux scientifiques qui travaillent, qui donnent des travaux aux leaders pour pouvoir calibrer sa campagne. La France, François Mitterrand, pas François Mitterrand, Jacques Chirac gagne l'élection présidentielle sur la fracture sociale. La fracture sociale, ce n'est pas Mitterrand, c'est Emmanuel Todd. C'est un intellectuel français qui lui dit, voilà quand j'observe la société, voilà ce que je vois. Et Jacques Chirac, qui était largué par Balladur, gagne la campagne sur la fracture sociale. Ça veut dire que lorsqu'il dit ça, les Français disent, voilà quelqu'un qui a compris ce que nous vivons. Et pour ça, il faut des chercheurs derrière. Et encore une fois, le statut de la critique. Il y a un chercheur dans un parti, quelqu'un qui peut dire au leader, tu fais fausse route, ce que tu fais là est faux. Encore une fois, le statut de la critique, y compris dans nos partis politiques. Qu'est-ce qui arrive à Messanga au RDPC? Qu'est-ce qui arrive aux gens du MRC qui osent critiquer? Qu'est-ce qui arrive aux gens d'autres partis qui osent critiquer? Qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que nous avons un problème global. Et nous ne sommes pas aidés par nos régimes, par nos cultures, par nos partis. Nous ne sommes pas aidés. Regardez seulement nos familles. Comment nous sommes élevés en Afrique? Quel est le statut de la critique dans nos cultures? Quand ma maman me dit d'aller ramasser le bois, est-ce que je peux dire un mot ou je m'exécute tout de suite? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais le respect, mais ça veut dire qu'on a d'autres problèmes aussi qui font que nous sommes très peu critiques. Tes enfants ici en Belgique, mes enfants, quand je dis à ma fille, tu ranges ta chambre, et que j'essaie de lui montrer où placer ses chaussures, elle me dit non, papa, je sais où je vais mettre des chaussures. Tu vois? Ça commence à l'école. À l'école, elle peut émettre des avis. Elle peut répondre aux profs, elle peut dire des choses. Chez nous, c'est un peu, on ne répond pas, on exécute. Donc, ce sont des problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes d'opposition, qui sont aussi des problèmes culturels, et que nous devons travailler pour essayer d'installer aussi une société critique. Vous voyez que ça se répercute même dans nos partis, où les gens font de leur parti, tu critiques, ils te mets dehors. Tout à fait. Voilà. Quelle stratégie l'opposition ou le parti au pouvoir pourrait adopter pour augmenter les chances de succès en 2025? Quelle alliance ou partenaire pourrait être bénéfique pour l'opposition ou le parti au pouvoir? Je crois que le parti au pouvoir, moi je ne réfléchis pas pour lui, il a ses stratégies bien établies pour conserver son pouvoir, pour tenter de le conserver. Moi je pense que, comme je l'ai dit, je n'ai pas pensé pour lui parce que je suis pour le changement de ce pouvoir-là, pour aller vers autre chose. Je pense que l'opposition camerounaise, pour essayer de conquérir ce pouvoir, devrait penser une stratégie qui peut mettre ensemble les deux alliances. Les deux alliances qui constituent l'offre politique actuelle de l'opposition. C'est-à-dire l'Alliance pour la transition pacifique et l'Alliance politique pour le changement. Ces deux alliances doivent se rapprocher et essayer de devenir une seule alliance. Voilà. Ça peut augmenter leurs chances de pouvoir donc drainer ou alors donc d'orienter, de tirer vers eux une grande partie des Camerounais. Ça peut aussi augmenter leur capacité de négociation par rapport au régime en place.
vous voyez, c'est-à-dire leur capacité même de surveillance de l'espace politique, l'espace même pas seulement au sens sociologique, au sens géographique. Le parti au pouvoir a l'avantage comparatif d'avoir été un parti unique et donc d'être le seul parti au Cameroun qui est installé partout, sur le plan géographique, il est partout. Or, il y a des élections où le parti au pouvoir se retrouve dans des bureaux avec 100 candidats d'opposition, ou même 100 observateurs de l'opposition. Vous voyez? Ça veut dire que deux alliances divisées ainsi seront encore réduites pour surveiller leur vote, pour essayer donc de faire le maillage du territoire. Mais si elles sont ensemble, elles peuvent trouver plus de ressources humaines pour essayer d'être présentes sur tout le territoire, parce qu'elles auront mis en place une stratégie solidaire. Donc au niveau de la stratégie d'occupation de l'espace politique, de surveillance du vote et même du débat à l'approche de l'élection présidentielle, je crois que les deux alliances gagneraient à être ensemble pour avoir un peu plus de punch sur le plan national. Donc ça peut être une stratégie pour l'opposition. Le parti au pouvoir a souvent eu un gouvernement de coalition. L'opposition est déjà au pouvoir. Oui, l'opposition au pouvoir au Cameroun, vous avez raison. Voilà, quand je parle de Bouba Bello Magari, de Satiroma, voilà, il y a comment il s'appelle, Maître Momo. Donc l'opposition au pouvoir, vous voyez, une certaine opposition au pouvoir. Donc cette opposition-là, je ne la compte pas parmi celles qui fait les alliances. Parce qu'elle a déjà une alliance avec le régime en place. Son alliance est d'abord effective, ils sont au pouvoir. Donc eux, ils ne sont même pas opposants. Si vous voulez, eux, ils vont participer à une campagne pour préserver le régime en place. Parce que c'est là où ils ont du pouvoir. Et ils sont au pouvoir, en fait. C'est comme si eux, ils n'étaient plus de l'opposition. Moi, je parle vraiment des gens qui sont à l'extérieur de ce pouvoir et qui veulent, voilà, conquérir le pouvoir et changer le régime en place. Pour finir, selon vous, qui gagnera l'élection présidentielle en 2025? Qui gagnera l'élection présidentielle en 2025? J'avoue que je ne sais pas du tout. Je ne vais pas jouer au clair ou alors ou tirer des plans sur la comète. Qui gagnera l'élection présidentielle? Je peux cependant vous dire, je ne sais pas qui va la gagner. Je peux vous dire ce que je souhaite. Je souhaite que l'opposition camerounaise la gagne. Je souhaite qu'on change de régime. Et je souhaite finalement que ce soit le peuple camerounais qui la gagne. C'est-à-dire que ce soit son choix qui désigne le vainqueur. Donc c'est ça que je peux vous dire par rapport à cette élection. Et si c'était le parti au pouvoir qui restait au pouvoir, mais qui changeait les hommes en place? Le parti au pouvoir reste au pouvoir. Ça, c'est vraiment une hypothèse très peu vraisemblable. Parce que le parti au pouvoir, depuis 42 ans, n'a pas trop changé les hommes en place. Je vous dis que j'étais au CM2 lorsque certains étaient déjà ministres. Ils le sont toujours aujourd'hui. Donc on voit bien que la propension du parti au pouvoir à changer les hommes en place est très faible. Est très faible. Vous voyez? Il y a des ministres dinosaures qui sont installés depuis toujours. Et ce sont les mêmes qui reviennent. Donc, s'il peut le faire, s'il gagne les élections et change les hommes en place, c'est une bonne chose. Mais par rapport à l'expérience du passé, je pense que la propension qu'il a à changer les hommes en place, à changer ses hommes, est très faible. Est-ce qu'il ne change pas de stratégie? Pardon? Le président vient de changer pas de stratégie. Je crois qu'il change une stratégie. Ces derniers temps, je remarque que le président change une stratégie qui n'est pas par rapport au changement des hommes, mais qui est par rapport à lui-même, au Cameroun. Alors, grosso modo, la stratégie ancienne, c'était quoi? Le président passait beaucoup de temps à l'extérieur. Passait beaucoup de temps, notamment en Suisse. Et il venait au pays, d'abord pour respecter certaines règles constitutionnelles, et surtout pour faire des discours pendant les grandes cérémonies. Et il rentrait en Suisse. Donc, c'était comme si il y avait une maîtrise totale de l'intérieur, et il se reposait à l'extérieur, et il venait juste au pays pour faire un discours au 20 mai, le 11 février, la fin de l'année, il venait, ou alors pour ne pas dépasser le délai que prévoit la Constitution pour être à l'extérieur du pays. C'était la stratégie pendant un certain nombre d'années. Et puis il y a eu la BAS. La BAS a quand même fait beaucoup de bruit qui ont troublé le séjour du président en Suisse. Ces derniers temps, je remarque une deuxième stratégie. Donc, première stratégie, on passe du temps à l'extérieur et on vient au pays faire des discours de temps en temps et on vient au pays pour ne pas être anticonstitutionnel. Depuis un certain temps, je remarque une deuxième stratégie qui maintenant c'est
être au pays pour se reposer, gérer le pays par les hautes instructions. Et puis, c'est maintenant se reposer au pays pour préparer le discours qu'on va aller faire à l'extérieur. Le discours aux Jeux Olympiques, le discours à rencontre Afrique-Chine, les discours, c'est que le président va au pays, on ne le voit pas. Il gouverne par les hautes institutions. On le voit quand il reprend l'avion pour aller faire un discours à l'extérieur. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est désormais à l'extérieur qu'il faut construire pour renouveler son mandat? Alors qu'avant, c'est à l'intérieur qu'il construisait, il se reposait à l'extérieur. Maintenant, il se repose à l'intérieur et va faire de l'activité à l'extérieur. Ce qui fait que moi, je vois plus le président camerounais à l'extérieur lorsqu'il fait un discours qu'à l'intérieur lorsqu'il est au Cameroun. Vous voyez? Alors qu'avant, lorsqu'il était à l'extérieur, je ne le voyais jamais. Je le voyais lorsqu'il rentrait au Cameroun. Donc ça, c'est un gros changement dans la stratégie. Je ne sais pas ce qui est en train de se jouer là. C'est sur ces mots que s'achève cette discussion sur les enjeux de la présidentielle 2025 au Cameroun et l'évaluation de la crédibilité de l'offre politique de l'opposition camerounaise. À très bientôt.